enregistrement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Excellent. oui. Parfait, donc on va commencer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la pause café Forgestic. Mon nom est Christophe Contat et le sujet d'aujourd'hui, c'est la gestion de l'inventaire dans SAP Business One. Alors, les objectifs de la formation aujourd'hui, ça va être de mieux connaître la navigation dans la gestion des stocks. On va comprendre aussi une donnée de base d'articles et on va faire un survol des fonctionnalités suivantes, les codes à barres, les impressions des documents, la gestion des articles, les transactions de stock et s'il nous reste un peu de temps, on va aller voir un ou deux rapports dans les états de stock. Ce qu'on n'aura pas le temps de couvrir aujourd'hui, c'est la gestion des emplacements ou encore les bin locations, les listes de prix, les unités de mesure qui sont assez complètes à partir de la version 9.0, le prélevé et emballé qu'on appelle aussi le pick and pack et finalement les rapports qu'on a dans l'état de stock. Il y en a environ une vingtaine, donc simplement les rapports vont être dans une prochaine formation. Alors, on va sans plus tarder aller dans SAP. Donc, on va aller ouvrir le menu Gestion des stocks et les données de base articles. Si vous avez des questions, par ailleurs, n'hésitez pas à les poser soit pendant la présentation ou encore à la fin. On va essayer de garder 5 minutes vers la fin. Donc, en ouvrant une donnée de base article, par défaut, on se retrouve en mode recherché. Donc, on peut voir qu'on est en mode recherché car le bouton rechercher est activé ici. Et aussi, on a tous ces champs qui sont en jaune sont des champs dans lesquels on peut effectuer une recherche. Comme par exemple ici, si je veux faire une recherche sur mes articles, si je veux aller chercher tous mes articles, c'est facile, on met une étoile et on fait rechercher ou encore on peut faire Enter. Et ça nous liste tous les articles. Si on voulait, donc voyez-vous ici, j'ai une description qui est en anglais, c'est une base qui est en anglais. Donc si je voulais faire une recherche sur mes articles qui s'appellent Printer, donc je vais tout simplement écrire PRINT et je vais faire Enter. Et ce que ça fait, c'est que ça me ramène tous les articles qui commencent par le mot Printer, ou en fait, plus précisément, PRINT. Si j'avais voulu aller chercher tous les articles qui commencent par print, c'est-à-dire qui contiennent print, à ce moment-là, je mets une étoile, print, et ça me ramène plus d'articles, puisque là-dedans, j'ai des articles qui commencent par printer, mais j'ai aussi des articles qui contiennent le mot printer. On pourrait aussi faire une recherche un peu plus poussée. Par exemple, si je veux mes articles qui contiennent print et les lettres AC, on va mettre étoile print et étoile AC. Et on se retrouve avec seulement 2 enregistrements. Donc on peut faire des recherches comme ça, avec ou sans étoile. On peut faire des recherches aussi sur, par exemple, si je voulais connaître quels sont mes groupes d'articles accessoires, on va simplement les sélectionner accessoires et on va faire rechercher. Donc ici, j'ai tous mes articles qui sont dans le groupe accessoires. On pourrait aussi faire une recherche sur les groupes d'articles accessoires et qui sont associés au fabricant A+. À ce moment-là, on en a un seul et donc c'est lui qui nous apparaît à l'écran. Okay. Donc il est possible, vous savez qu'on peut utiliser les boutons ici, créer, rechercher, ainsi que tous ces boutons de navigation. Cependant, dans SAP, il y a aussi des raccourcis qu'on peut utiliser. Comme par exemple, si je veux aller en mode création, je vais utiliser la combinaison CTRL et A. Donc je vais appuyer simultanément sur la touche CTRL et A, et je vais me retrouver en mode création. Si je veux aller en mode recherche, je vais appuyer simultanément sur CTRL et F. Donc, il y a beaucoup de raccourcis comme ça, comme dans Windows, qu'on peut utiliser. Et ces raccourcis sont listés dans le... Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est le
c'est le guide qui s'appelle SAP Business One to Go. Donc, je pourrais vous le faire parvenir, en fait, Tracy va vous le faire parvenir lundi en même temps que l'enregistrement de cette vidéo. OK, donc on va retourner dans SAP. Et ce qu'on va faire, c'est que, donc on est déjà en mode recherche et on va aller chercher tous nos articles, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois, quand on est à la recherche d'un article où ça peut s'appliquer à tous les documents ou à tous les fichiers maîtres, parfois on ne sait pas lequel on recherche. Donc, par exemple, je vais aller double-cliquer sur celui-ci, le 1111, pour me rendre compte que ce n'est pas l'article que je recherche. À ce moment-là, ce que je dois faire, c'est que je dois retourner en mode recherche et je dois remettre une étoile et retourner dans cette fenêtre. Alors, il y a une option qui peut nous éviter ça. C'est ici « Conserver affichage fenêtre ». Donc, ce que ça fait, cette petite coche, c'est que je peux naviguer à travers mon résultat d'article. Ici, par exemple, je vais double-cliquer sur le 1111. Et, voyez-vous, en arrière, la liste d'articles, elle est restée. Donc, si ce n'est pas la fiche article dont j'ai besoin, je vais tout simplement faire « Interrompre » et je peux me retrouver à double-cliquer sur le prochain. À partir de cette fenêtre-là aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'exporter dans Excel. Et on peut aussi, ça peut être très utile, admettons que vous ayez besoin d'une liste de clients ou d'une liste d'articles. Donc, vous pouvez simplement aller en mode recherche, afficher tous vos articles. Puis, vous pouvez ici rajouter dans l'option de formulaire, vous pouvez rajouter toutes les informations qui sont disponibles dans l'entête. Comme par exemple, si je voulais rajouter le fabricant, je viendrais tout simplement dans la liste des options, dans les F, et je rajoute mon fabricant. Je fais mettre à jour et je dois rafraîchir la fenêtre, donc faire interrompre et y revenir. Donc là, il se retrouve ici à droite. Je vais aller le centrer en faisant adapter largeur de colonne. Et par la suite, je peux l'exporter dans Excel. Il est possible aussi dans cet écran de trier. Donc si je voulais trier par description, j'irais double-cliquer sur le libellé ici. Donc là, je me retrouve à trier. Voyez-vous, le petit triangle, il pointe vers le haut. Donc ça veut dire que je suis en train de trier ascendant. Et si je double-clique encore, je me retrouve à trier en mode descendant. Donc, on peut trier à partir de là et on peut aussi aller filtrer. Donc, si je voulais, par exemple, encore une fois, aller chercher seulement mes groupes d'articles qui sont accessoires, donc je vais aller ici chercher mes groupes d'articles qui sont accessoires. Et on filtre et on fait OK. Donc, ces outils que vous voyez là, c'est des outils qui se retrouvent dans tous les fichiers maîtres et dans tous les documents. Ok, donc on a vu comment faire une recherche avec une étoile ou sans étoile. On a vu comment conserver l'affichage d'une fenêtre, comment faire des tris et des filtres. Et aussi, on a vu qu'on pouvait utiliser des combinaisons comme CTRL-A et CTRL-F pour aller en mode recherche et en mode création. Ce qu'il est possible de faire aussi, si vous utilisez souvent les mêmes fonctionnalités, comme par exemple, si vous utilisez souvent la donnée de base article, vous pouvez associer la donnée de base article à une fonction, comme par exemple F2. Si je clique simplement sur F2, je me retrouve à ouvrir la donnée de base article. Et la raison, c'est que ici, dans le raccourci clavier utilisateur, je suis allé configurer que pour mon F2, va aller ouvrir la donnée de base article. Okay, j'ai aussi configuré que pour F3, ça va ouvrir une commande client. Donc, c'est des raccourcis qui peuvent être utiles et qui sont associés à l'utilisateur. Donc, si vous le faites, ça ne s'applique pas à la compagnie, ça s'applique à l'utilisateur. Vous avez aussi l'option de configurer votre menu à vous, dans lequel vous auriez seulement les fenêtres qui sont le plus utilisées ici. Jusqu'ici, ça va bien? Oui. Parfait, excellent. Donc,
on va regarder un petit peu à quoi ressemble une fiche article. Donc en fait ici, ce qu'on vient de voir, c'est la navigation dans la gestion des stocks. Et on va aller regarder, aller à l'essentiel d'une fiche article. Donc ici, voyez-vous, on a une description, on a deux descriptions, description dans la langue locale et le nom étranger. Donc ça peut être utilisé par exemple si vous voulez dans un bon de livraison ou dans une facture, afficher la langue, afficher la description selon la langue du client. Vous avez ici le type d'article. Donc d'habitude on utilise le type d'article article. Donc ça peut être principalement pour des articles qui sont inventoriés, qu'on peut acheter, vendre et stocker, ou on peut aussi les acheter et les stocker, mais ne pas les vendre, par exemple. Okay, donc, il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire. Si on ne les vendait pas, c'est parce qu'ils seraient utilisés dans une nomenclature, par exemple. Donc, ici, si on choisit un type d'article, article, on peut aller décocher vendu et acheté, et on pourrait même décocher l'article géré en stock si on n'a jamais fait de transaction de stock pour cet article. Les deux autres types d'articles qu'on utilise, le travail et le déplacement. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aller griser et décocher les articles gérés en stock et les articles achetés. Donc, c'est principalement des types d'articles qui peuvent être utilisés, soit si vous avez une entreprise de service et que vous facturez du temps, ou si vous voulez rentrer du temps, de la main-d'œuvre dans une nomenclature, donc dans un BOM, ou encore si vous voulez utiliser ces articles-là pour le module de production, pour le module de ressources. OK. Ici, vous avez les groupes d'articles. C'est très important d'associer les articles au bon groupe d'articles. Excusez-moi, je vais juste aller... Est-ce que je peux vous demander de vous mettre en mute, s'il vous plaît? OK, parfait. Donc, on va continuer. Donc, pardon. Donc, OK, la raison pour laquelle on veut que l'article soit associé au bon groupe d'articles, il y a deux raisons à ça. Principalement, c'est pour des raisons de rapport. Donc, vous savez que dans les rapports de vente, dans les rapports d'achat et aussi dans les rapports d'inventaire, il est possible d'aller filtrer sur un groupe d'articles en particulier. L'autre raison, c'est que les groupes d'articles peuvent être utilisés pour la détermination de compte. Donc, par exemple, ici, quand j'achète un article, dans quel compte de stock il va aller, et si je le vends dans quel compte de produit, quel compte de coût, ça peut dépendre du magasin, si je le spécifie, ou ça peut dépendre du groupe d'articles. Donc, ça devient vraiment important si on a une détermination par groupe d'articles, ça devient vraiment important que l'article soit associé au bon groupe d'articles, parce que ça a une implication comptable. Ici, ce qu'on a, c'est les groupes d'unités de mesure et les listes de prix, dont on parlera pas vraiment aujourd'hui. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ce qui est important de comprendre au niveau des listes de prix, c'est que vous pouvez modifier les prix dans chacune des listes de prix, sauf le dernier prix d'achat et le dernier prix déterminé. Donc, le dernier prix d'achat, ce que c'est, voyez-vous, c'est un prix qui est grisé. Et la raison pour laquelle il est grisé, c'est que c'est SAP qui va déterminer ce dernier prix d'achat, soit quand on fait un AP invoice, donc une facture fournisseur, ou encore si on fait un coût additionnel ou un fret qui est associé à cette facture-là et qu'on a spécifié le fret et le coût additionnel pour aller impacter le dernier prix d'achat. Ou encore, ça peut être si on a fait un ajustement d'inventaire positif. Et enfin, le dernier prix déterminé, c'est l'autre liste de prix qui ne peut être modifiée. Et en fait, elle n'est pas modifiée automatiquement. Le dernier prix déterminé, il est mis à jour seulement quand on roule un des deux états comptables, comme par exemple le Inventory Audit Report, comme on connaît aussi sous le nom de reconstitution quantité et valeur de stock. Quand on roule ce rapport, il va aller recalculer notre coût unitaire et aller le mettre dans les derniers prix déterminés. Donc le rapport dont je vous parlais,
on va aller faire une petite parenthèse et on va aller le regarder ici. C'est le rapport reconstitution, quantité et valeur de stock. C'est probablement le rapport le plus important dans l'inventaire. Donc, ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet de recalculer à une date donnée, soit en date d'aujourd'hui, soit en date de fin de mois, par exemple, les quantités et les valeurs de stock. Donc, on a un certain nombre de filtres ici, et un des filtres qu'on a, c'est justement les groupes d'articles. Donc, on peut aller filtrer sur un groupe d'articles en particulier. Les autres filtres qu'on a ici, c'est les caractéristiques ou les propriétés. Comme par exemple, ici, je pourrais décider d'aller rouler un rapport et de savoir ce que j'ai en stock en termes de quantité et de valeur, mais seulement pour mes articles qui sont utilisés dans une nomenclature. Donc, comment je peux savoir ça? C'est parce que j'ai associé ici mes articles. J'ai associé mes articles à une caractéristique. Donc, par défaut, on a 64 caractéristiques et on peut aller les renommer. Et donc, il y a plusieurs utilités à ces caractéristiques. Une des utilités, on vient de le voir, c'est d'aller filtrer soit dans un rapport de vente d'achat ou un rapport d'inventaire. Mais c'est aussi utilisé pour des fins opérationnelles, comme par exemple, si je voulais faire un affichage conditionnel sur une facture, si je voulais imprimer le pays d'origine sur le bon de livraison, seulement si ma caractéristique est cochée pour cet article, à ce moment-là, j'irai cocher la caractéristique dans cet article et dans mon rapport cristal, j'irai faire un affichage conditionnel basé sur cette condition. Donc, et il y a aussi, on le verra lors d'une prochaine formation, il peut y avoir un impact sur les groupes d'escompte au niveau des prix. Donc, c'est vraiment des outils qui sont très intéressants pour toutes sortes de raisons. Ici, vous avez, on a les codes barres. Les codes barres on peut associer un ou plusieurs codes barres à chaque article. Et aussi, on peut associer un ou plusieurs codes barres au groupe d'unités de mesure. Donc, on peut avoir des codes barres différents dépendant si on les vend à l'unité ou si on les vend à la caisse. Jusqu'ici, tout va bien? On va continuer. Ok, parfait, excellent. Donc, ok, on a parlé des types d'articles et des groupes d'articles et on a parlé des propriétés. Alors, on n'ira pas en détail dans chacun de ces onglets. Par contre, on va apporter une attention particulière à l'onglet stock. Donc, ce qu'on va faire, avant ça, en fait, je vais peut-être juste finir la parenthèse par rapport à ce rapport. Ce rapport-là, il peut être vraiment utile aussi si vous voulez vérifier une fois de temps en temps si votre inventaire balance avec le compte de grand livre. Donc, admettons que vous ayez plusieurs comptes de grand livre. Ici, vous pouvez aller filtrer sur un compte général qui est un compte d'inventaire. Donc, vous pouvez rouler votre rapport en date de et ensuite, vous pouvez aller vérifier dans votre charte de compte si ça balance avec votre compte général. Et aussi, sachez que pour nos clients qui ont beaucoup de transactions, après quelques mois et quelques années, ça peut devenir un outil qui est un peu plus difficile à rouler. Alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de le rouler depuis toujours, on le roule depuis seulement un mois, par exemple. Donc, on peut le rouler pour un mois. Et à ce moment-là, ce qui devient vraiment important, c'est d'aller cocher afficher solde d'ouverture pour article sans transaction. Donc, ce que ça va faire, c'est que si vous n'avez pas eu de transaction au cours du dernier mois, ça va quand même vous afficher un solde d'ouverture pour cet article-là. Donc, voilà, je vous invite à aller voir ce rapport. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma fiche article et on va aller voir ce qu'on a au niveau des stocks. Donc, ici, ça nous donne une photo de notre inventaire en date de maintenant pour chacun des magasins qu'on a. Donc ici, on a les quantités en magasin. Donc, c'est les quantités qu'on a réellement reçues en stock. C'est les quantités
qui sont physiquement disponibles maintenant sur les étagères. Ici, on a la colonne confirmée. La colonne confirmée, c'est ce qui est promis à un client. Donc, par exemple, c'est des quantités qui sont dans une commande client ouverte ou encore qui peuvent être dans une facture de prépaiement qu'on va s'apprêter à livrer. Ça peut être aussi une demande de transfert pour ce magasin-là. Et finalement, ça peut être aussi une ordre de production qui est ouverte pour cet article-là, si cet article-là est une composante d'un article par an. Donc, autrement dit, si cette imprimante-là était une composante d'un article par an et que j'ai un ordre de production ouvert pour l'article par an, à ce moment-là, je le sais que je vais bientôt devoir en laisser aller pour fabriquer l'article par an. Ici, on a la même chose au niveau commandé. Donc, c'est pour les PO qui sont ouverts, donc les commandes d'achat, ainsi que les factures de prépaiement qu'on n'a pas encore réceptionnées. Ça peut être des demandes de transfert aussi ou des ordres de production pour des articles par an. Donc, si cette imprimante-là est un article par an et que j'ai un ordre de production ouvert, je le sais qu'éventuellement, je vais avoir une réception en stock de cet article-là. Et si des fois, ça peut devenir un petit peu difficile de s'y retrouver, vous pouvez faire un clic droit et aller chercher le menu « Quantité disponible à la vente ». C'est un outil qui est très utile. Je vais aller filtrer par exemple sur l'onglet général et ça va ici me donner la liste. En fait, ça va me donner la ventilation pour ce magasin-là seulement, parce que j'ai filtré sur ce magasin. Ça va me donner la liste de pourquoi, qu'est-ce qui est confirmé et qu'est-ce qui est commandé. Et je peux aller vérifier ici, comme par exemple, je sais que c'est quantité de 1 ici. Je vais la recevoir parce que j'ai une commande d'achat ouverte. J'ai une commande fournisseur ouverte et je sais que la date de livraison est due pour le 16, ici. Je le vois ici que la date de livraison est due pour le 16. Je le vois ici que j'ai un FF, donc c'est une facture de prépaiement qui va être due pour le 20. Alors ça me permet de savoir ici, si je manque de stock par exemple, ça me permet de savoir quand est-ce que je vais recevoir ma date de livraison. Et ça me permet aussi, une fois de temps en temps, d'aller faire du ménage. Parce qu'ici, je vois que j'ai des commandes, puis je vois que j'ai des PO qui sont dus pour 2012. Donc, c'est important ici d'aller, si on sait qu'on ne les recevra pas ou qu'on devrait fermer la commande, c'est important à ce moment-là de faire un forage sur la commande et on peut aller faire un clic droit pour la fermer. Donc, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner une meilleure photo de nos inventaires. Le statut d'inventaire ici, il est disponible dans le menu contextuel de la fiche article, mais si je fais F3 et que je vais créer une commande, il est aussi disponible à partir d'une commande. Admettons que je me rends compte que j'ai plus cet article-là, je vais faire un clic droit et il se retrouve ici. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile de dire à mon client, regarde, je vais en recevoir telle quantité à telle date. Finalement, vous avez ici la colonne disponible, dont la terminologie peut porter un peu à confusion, parce que ce n'est pas ce qui est réellement disponible sur les étagères maintenant, mais c'est ce que vous avez en stock, plus ce qui est commandé, et moins ce qui est confirmé. Donc finalement, si vous receviez tout à l'instant, et si vous vendiez tout ce que vous avez à vendre à l'instant, c'est ce qui vous resterait. Donc c'est vraiment ce qui est à haut niveau. Ok, donc ça nous donne une idée un petit peu de à quoi servent comment sont calculés ces chiffres-là et quels sont les documents qui sont appliqués. Je vois que le temps file. J'ai l'impression que j'ai un peu trop parlé. On va continuer quand même. Donc ici, puis on va garder 3 minutes vers la fin pour conclure. Donc ici, vous avez les codes à barres qu'on a vus dans la fiche article. Et vous avez la possibilité ici d'imprimer les documents. Donc c'est le même principe que vous avez au niveau des commandes, puis c'est-à-dire au niveau des ventes, puis au niveau des achats.
vous pouvez ici aller imprimer des documents opérationnels, seulement ceux qui sont non imprimés par exemple. Et vous pouvez, ici il y a une option qui est intéressante, qui est d'obtenir les options d'imprimante à partir de la mise en forme d'impression. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le défaut que vous avez dans Windows, il va aller utiliser le défaut que vous avez mis, comme par exemple ici dans la mise en forme et séquence. Okay. Donc vous voyez ici on peut aller spécifier une imprimante et c'est celle-ci qui va être utilisée. Si on continue ici au niveau de la gestion des articles, il est possible d'aller compléter ou même d'aller modifier des numéros de série ou des numéros de lot. Peu importe la raison, on a besoin de modifier les numéros qu'on a reçus. Donc ici, on peut aller le faire en batch. Ici, les articles de remplacement, ça peut être intéressant si on manque d'un article, si on est en rupture de stock, on peut aller spécifier des articles de remplacement avec un facteur de concordance et avec une remarque. Donc cet article-là, il correspond à 90% à l'article qu'on a regardé tantôt. Et on peut aller expliquer pourquoi. Et dans une commande, on peut aller chercher via le menu contextuel les articles de remplacement. Ici, vous avez les numéros de catalogue partenaires. Et ce à quoi ça peut servir, encore une fois, dans une commande, si votre client vous appelle et qu'il a l'habitude de commander avec son numéro de code à lui, à ce moment-là, vous pouvez dans une commande commander avec son code. Et ça peut être utile aussi si vous avez de l'EDI. Donc c'est par cette fenêtre-là qu'on va faire le mapping entre une autre codification et la codification des partenaires. À ce sujet-là, il y a la mise à jour, il y a la possibilité de faire la mise à jour globale des numéros de catalogue du partenaire. Et je vous invite à faire usage de prudence avec cette fenêtre parce que il est très facile de faire un update pour tous les partenaires sans s'en rendre compte. Donc, gardez-le en tête que c'est bien de la tester dans une base test et même, je vous dirais, de faire un backup de la base de données avant de se lancer dans une mise à jour, s'il y a lieu. Ok, donc ça résume un petit peu ce qu'il y a au niveau de la gestion des articles. Et finalement, dans les transactions de stock, donc pour conclure ici, on a la possibilité de faire des entrées et des sorties de marchandises, des transferts de stock si on veut transférer à un autre entrepôt ou une demande de transfert si on veut initier une demande de la part d'un autre magasin. Ici, il y a les options récurrentes. Donc, il est possible de spécifier des options récurrentes à chaque semaine ou à chaque mois. Par exemple, ça peut être un transfert de stock ou ça peut être une commande d'achat qu'on recevrait à chaque lundi matin. Et finalement ici, donc les transactions de comptage et les soldes d'ouverture, on en parlera lors d'une prochaine formation. Je voudrais simplement vous mentionner ici qu'il est possible de faire une revalorisation des stocks. Donc ça veut dire si vous avez des articles qui ont perdu de la valeur ou qui ont gagné de la valeur. Donc à ce moment-là, on peut tout simplement aller spécifier un nouveau prix pour ce magasin, ici. Et donc si c'est des articles qui sont en moyenne mobile, c'est facile, on vient spécifier un prix pour le magasin. Par contre, si vous avez un article qui est en FIFO, ici je vais écrire étoile FIFO, je me retrouve à avoir plusieurs rangs parce que je l'ai commandé en plusieurs fois ou parce que j'ai fait des réévaluations. Donc à ce moment-là, je vais aller spécifier un nouveau prix pour chacun de mes rangs. Donc ici, ça fait le tour pour les transactions de stock. Et pour les listes de prix, le pick and pack et les rapports, on pourra voir ça une prochaine fois. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors donc, si vous avez... cette session a été enregistrée, vous en recevrez une copie lundi, ainsi qu'une copie du Business One to Go qui va vous lister
les raccourcis. Si vous avez des questions par rapport au support, n'hésitez pas à nous appeler ou encore mieux d'envoyer un courriel. Ça va ouvrir à support@fargestic.com. Ça ouvre automatiquement un billet dans Autotask. Et vous avez un 30 minutes qui est inclus par incident. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez 3 questions rapides, ben, vous pouvez ouvrir 3 billets et on vous répondra à ces 3 billets. N'hésitez pas aussi à communiquer avec Tracy si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, si vous avez des idées pour des formations. Peu importe la raison, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, pour nous, c'est bon. Parfait. Donc, j'espère que vous avez aimé. Oui. Et je vous souhaite une très belle journée. Vous aussi, merci. Au Bye revoir. bye. Bye bye.